Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision, le mois de l'histoire des Noirs. Oh là là, Montréal explose avec toutes sortes d'activités et on parle justement durant cette période-là vraiment de tout ce qui est noir, tout ce qui est africain, tout ce qui est antillais, ici même à Montréal. Nous recevons aujourd'hui, madame, messieurs, une grande dame. Cette dame s'appelle Katie Antoine. Elle est québécoise, née en Haïti, résidant à Montréal, veuve et mère de famille. Un parcours impressionnant en matière d'engagement communautaire, avec un gros succès en entrepreneuriat. Animatrice, médias et culturelle, artiste visuelle, entrepreneur social et travailleuse culturelle. En 1996, imaginez-vous, elle gagne le concours d'affiches du mois de l'histoire des Noirs, évidemment. Et en 2014, elle est commissionnée par la table ronde du mois de l'histoire des Noirs de Montréal pour la création du logo officiel du mois de l'histoire des Noirs. En 2016, elle est la directrice de la programmation du Centre des Arts de la Maison d'Haïti. Et en 2019, elle cofonde le festival afro-urbain de la Maison d'Haïti et elle le coordonne donc avec l'organisme urbain, en fait Union Urban, de 2019 à 2023. Aujourd'hui, cette dame, elle est donc la directrice de l'organisme culturel et social Union Urbaine qu'elle a fondé en 2019. Et évidemment, on va donc la recevoir tout de suite là, avec donc à notre émission Ça va causer. On voudrait connaître un peu plus. Qui est cette dame? Qui est cette dame, cette grande dame montréalaise que l'on souligne ici pour le mois de l'histoire des Noirs à notre émission? Alors bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Pour moi, c'est un honneur de recevoir une grande dame des médias, une grande dame dans la communauté black de Montréal. Vous êtes quand même une personnalité très, très connue. On vous voit partout. Personnellement, je vous ai... Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on fait une interview. Non, ce n'est pas notre première conversation. C'est ça. Mais parallèlement à cela, je vous ai aperçu dans plusieurs activités, ce qui concerne la communauté noire à Montréal ici, que ce soit chez les Africains et tout ça. Et je me rappelle encore à l'époque où il y avait encore le Afro Musée, où je vous ai souvent vu en train d'animer certaines activités qui touchent toujours à l'Afrique. Je me suis dit, ah, voilà une grande dame montréalaise, québécoise, la communauté haïtienne, mais black aussi, et congolaise, madame, monsieur aussi. Comment ça va, dis donc? Je suis ravie d'être ici. Oh, et ça me fait sourire que vous dites congolaise parce que je suis née en Haïti, mais qui prend mari, prend pays. Bon, OK. Là, maintenant, est-ce que je peux dire tu ou vous? On va au-dessus. Non, moi, je préfère que tu me tutoies. C'est plus naturel. OK. Bon, d'accord. Alors, écoute, on se connaît. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais justement, vous avez déjà balancé quelques petits éléments. En fait, qui es-tu, au juste? Qui es-tu? Qui je suis? Oui. Je suis une animatrice, artiste visuelle, entrepreneur culturel. Mon Dieu, je suis une mère et une féministe très engagée aussi. Vous êtes née ici à Montréal même, c'est ça? Je suis née en Haïti. Je suis arrivée ici bébé avec mes parents. Ah bon? OK. Oui, je suis l'aînée d'une fratrie de 3. Donc les parents, je suppose, ils avaient quitté à l'époque de Papa Doc, je pense bien, n'est-ce pas? C'était à l'époque, mais ce n'était pas principalement à cause de la situation politique, mais bon, quoique. Tout est à cause. Tout était relié finalement. Tout était relié, oui, mais il y a plusieurs pays qui étaient très friands des professionnels haïtiens très bien formés, que ce soit dans le milieu médical, de la santé, de l'enseignement, ingénieur, avocat même. Avocat. Et mes parents, en fait, hésitaient entre la République démocratique du Congo. On parle des années 60, là, et le Canada, étant donné que mon père, son grand frère, était déjà au Canada. Quand ils ont reçu les 2 réponses positives des 2 pays, ça a penché sur le Canada parce qu'on avait déjà de la famille. Mais j'aurais pu me retrouver mais ils ont fait le bon choix quand même. Au Congo. Aujourd'hui, avec ce qu'on voit dans l'échiquier mondial, on est bien ici. Non, parce que si je dis ça, c'est parce que je vous ramène sur cette période-là, parce qu'il y avait le choix entre la République démocratique du Congo et le Canada. Oui. On parle ici des années 60 quelque part, si je ne m'abuse. C'était dans les années 70. 70 déjà, oh là là. Donc ça veut dire 70, le Congo était déjà indépendant et on avait encore des professeurs haïtiens, on avait des médecins haïtiens, on avait des avocats
haïtiens, des infirmières et même des secrétaires haïtiennes qui travaillaient au sein de la fonction publique congolaise parce que toute l'élite belge avait quitté lors de l'indépendance et le Congo s'est retrouvé avec... Il n'y avait pas de cadre. Il n'avait pas formé finalement les petits Congolais, même comme étant médecins ou autres. Donc, on les a remplacés par des Haïtiens. On a eu des professeurs haïtiens. Il y a eu même toute une école, en fait, Kinshasa, dirigée par des nombreux Haïtiens. Oui, j'ai des amis ici à Montréal qui ont grandi au Congo, d'origine haïtienne. Dis donc, on aimerait bien les recevoir ici pour connaître un petit peu leur expérience. Bon, OK. Je vais vous laisser aller, je vais continuer avec vous. Vous êtes aujourd'hui perçu comme étant une grande personnalité noire quand même au sein de la communauté. Et si je vous ai fait venir ici, c'est parce qu'on parle aussi du mois de l'histoire des Noirs. Vous avez participé, vous avez travaillé là-dessus et même je vous ai présenté sans que vous ne le sachiez. Je pense que vous êtes entre autres la créatrice d'un des logos, quelque chose comme ça. Oui, le logo officiel. Le logo officiel. Qui cette année célèbre ses 15 ans. Oui. Je ne sais pas si je vous ai interrompu dans votre présentation ou si vous avez terminé dans votre présentation. J'ai terminé dans ma présentation. Je vais continuer à me présenter à travers notre conversation. Okay. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, pour vous, tout d'abord, c'est quoi au juste? Pourquoi aujourd'hui on présente cette période-là comme étant une période tout à fait très, très importante? À l'époque, moi, à l'émission, lorsque ça a commencé, j'étais déjà là, je présentais cela parce que pour moi, c'était très, très important qu'on parle de nous, parce que dans d'autres médias, on parlait très peu de nous. Et oui. Pour une fois qu'on parlait de nous, j'étais très, très fier. Aujourd'hui, sincèrement, ce que j'observe, je réalise qu'on dirait que le monde black ou noir est devenu presque à la mode. En fait, notre époque à nous, où on vivait ce complexe-là d'être noir quelque part, de se cacher, de ne pas montrer notre nourriture, d'être gêné même. Personnellement, chez nous, chez mes parents, on était gênés de recevoir des Blancs pour leur faire goûter la bouffe congolaise. Et finalement, quand ils goûtaient, mais c'était bon. Et on était surpris de constater qu'ils aimaient ça aussi. Il y avait ce complexe-là quelque part. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Les gens présentent leur nourriture, ils sont eux-mêmes comme tels. Et vous, quelque part, vous y avez contribué. Moi, toi plein d'autres, ouais. Mais moi, je trouve, écoute, je ne suis pas historienne ou bien sociologue, mais à la hauteur de mon titre à moi, comme observatrice de notre écosystème, en tant qu'animatrice, il faut observer son écosystème. Ben, je trouve qu'on a encore besoin de ce genre de célébration. Du mois de l'histoire des Noirs. Oui, nos communautés, et puis je le dis au pluriel parce que les Afro-descendants au Canada, on n'est pas un bloc monolithique ni ailleurs. Et même dans une seule communauté, il y a tellement de diversité d'identité, d'opinion. Est-ce que vous le sentez réellement quand on parle d'identité? On le sent vraiment? Moi, je l'incarne. Je suis afro-descendante et puis je suis complètement différente de toi. On a des origines, des histoires, des valeurs. En quoi sommes-nous différents? Complètement différents. En quoi sommes-nous en fait différents? On est différents de par notre individualité, mais on est très semblables de par ce qui nous touche, de par ce qui nous affecte. De par le traitement aussi de la société. Il y a plein d'intersectionnalités qu'on partage, mais il y en a d'autres que non. Mais le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, c'est encore un moment important pour un peu remettre l'histoire en contexte. Moi, j'aime bien dire que c'est le mois de l'histoire avec un grand H. Parce que c'est clair, tout le monde le sait, que les Noirs ont contribué à l'histoire de l'humanité. Pourquoi tout le monde le sait? Tout le monde le sait? Si on se fait une analyse, si on est franc, honnête, oui, bien sûr. et aussi cohérent dans notre écosystème, c'est clair que tout le monde a contribué. Tout le monde. Ce monde n'a pas été bâti que par le colonialisme. En tout cas, moi, c'est mon jugement. Et puis... je veux dire, l'histoire nous le prouve. Donc, encore aujourd'hui, il faut se ressaisir et se rappeler de notre impact, de notre contribution, de célébrer aussi
les enjeux qui nous ont façonnés en tant que communauté au pluriel et en tant qu'individu. Je pense que ce mois, c'est un mois qui sert à ça. Et je vais vous poser une question de manière très, très objective. En tant que femme noire, vous avez grandi ici, vous êtes chez vous, ici, vous avez fait vos études ici. Et par les études, c'est très facile de faire certaines rencontres, d'être avec les gens, de pouvoir échanger avec eux, tout ce que vous voulez. Donc, vous connaissez très, très bien, vous êtes chez vous. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous exprimer dans votre évolution féminine, dans votre carrière? C'est-à-dire, vous laissez aller, j'y vais et puis je fonce. Il n'y a pas de barrière, même si je suis noir ou autre, tel que je suis, je m'affirme. Alors ma question ici, est-ce que ça a été facile? Vous allez me dire non. Comment? Non, ça n'a pas été facile. On est aussi, on s'insère dans l'histoire d'un peuple. Oui. Je pense que par humilité, quand on arrive quelque part, il faut comprendre ce que les gens qui sont déjà sur place ont vécu, traversé, et c'est quoi les enjeux sociaux et politiques pour comprendre de quelle façon, où est-ce qu'on arrive. Moi, je suis arrivée ici au début des années 70. L'immigration, comme on la connaît, c'était encore dans les balbutiements. J'ai fréquenté des écoles où souvent j'étais la seule petite fille noire. Donc, c'est sûr que ça a un impact non seulement sur moi, ma perception de l'espace que je peux occuper, mais aussi de la façon que mes parents me perçoivent dans cet écosystème-là. Dites-moi, la seule fille noire à l'école, ça doit être le fun, ça, non? Ben, entre nous, quand même, tous les gars ont les yeux sur toi, ma chère. Non, mais ça ne fonctionnait pas exactement comme ça. J'étais quand même une petite fille noire dans un écosystème caucasien. Donc, non, on a appris à se trouver intéressant, à se trouver beau, à trouver qu'on avait de la valeur. Parce qu'au début, on pointe surtout les différences avant de pouvoir apprécier ces différences. Peut-être que mon évolution au Québec, c'est une métaphore de l'intégration des communautés immigrantes. Donc non, ça n'a pas toujours été facile. Déjà, j'ai eu à me battre dans mon foyer pour pouvoir verbaliser la voie que j'avais envie de suivre. Après, c'est trouver ma place dans l'écosystème. Et puis encore aujourd'hui, je continue à essayer de trouver ma place, où est-ce que je peux faire une réelle différence. J'étais en entrepreneuriat, j'étais dans le monde des médias, j'ai essayé beaucoup de choses pour revenir à mes premières passions qui sont les médias et les arts visuels. Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé de vous quelque part comme étant congolaise. Cet amour... Oui, ça me fait plaisir. Cet amour avec le Congo, l'amour réel. Vous avez connu un homme, votre mari, votre époux, congolais qui est décédé, avec qui vous avez eu des enfants, quelque part. Cette relation avec l'Afrique, c'est quelque chose de très, très profond chez vous. Oui. Et aujourd'hui, vous l'avez encore conservé quelque part. Pourquoi? Ben, l'Afrique faisait partie de ma trajectoire dans ma quête personnelle de ma propre identité en tant que minoritaire dans une province, en grandissant dans une province où je ne me retrouvais pas. J'ai cherché d'où je venais. Je viens d'Haïti, mais je viens ultimement d'Afrique, dans un contexte nord-américain. Mais pourquoi ce désir de carrément de recherche? Dire que vous êtes dans un pays très, très confortable, matériellement parlant, où... Quand on regarde ça objectivement, où c'est le ciel ici, carrément. Les gens ont tout ici, pratiquement. On n'a pas besoin de penser à avoir faim, là, tout autour. Alors, comment est-ce qu'on peut se sentir comme ça? Ben, je ne pense pas qu'on a tout ici. La quête identitaire, elle est vraiment profonde. Il y a une célèbre phrase qui dit « Pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient et bien comprendre qui on est ». Ben, c'était un peu ça ma quête. C'est pas philosophique, de façon très oui, puis je suis une personne philosophique aussi, la façon que je vis ma vie. Prématurément quand même. Moi, je pense pas. Je pense qu'à 6 ans, on peut être un très grand philosophe, autant qu'à 66 ans.
Moi, je demande beaucoup de conseils à mes enfants. J'ai comme l'impression qu'ils sont plus près de Dieu. Plus on est jeune, plus on est plus près de la simplicité et on comprend la vie avec une fraîcheur qu'on perd en grandissant. Mais pour moi, c'était important de me rapprocher de mouvements qui me ressemblaient, non seulement d'Haïti, d'Afrique, mais aussi les mouvements afrodescendants, nord-américains, le Nation of Islam, comprendre c'était quoi le rôle de Malcolm X dans le mouvement de libération des afrodescendants en Amérique du Nord, le rôle de Martin Luther King. Tous ces personnages me fascinaient parce qu'ils parlaient aussi d'un écosystème que je comprenais. Oui. Ils me parlaient de restrictions que je ressentais. Et j'ai vraiment eu envie de m'impliquer, de m'engager, mais tout ça, ça passait à travers mon émancipation personnelle. Oui, et une fois qu'on veut soi-même vivre dans ce genre de liberté-là, ben c'est normal qu'on a envie de rejoindre d'autres qui sont dans ce même paradigme. Malgré le contexte politique international, moi, je suis un peu curieux, comme beaucoup de gens. Là, je suis un petit peu tout ce qui se passe. Là, j'aime bien lire tout ce qui se passe, tout ce que vous voulez. Et là, je m'arrête rapido presto sur la musique comme telle. J'aime bien écouter toutes les musiques. Et je voyais un documentaire qui expliquait rapido presto la fin de la musique disco. Je ne sais pas si vous avez vu ça, où l'on expliquait ce monsieur qui était fâché parce qu'en tout cas, il n'a pas eu sa paye et tout ce que tu veux. Il a fait tout un mouvement. Bref, allez, on casse les disques, machin, et tout le monde, et la musique disco est morte. Mais quelque part, quelqu'un a dit, ah mais tiens, mais au fait, savez-vous que c'était les Noirs qui ont créé cette musique-là, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont fait des grandes stars de vedettes, un peu comme si on a cherché à casser ce monde-là. Mais là, on arrive avec Michael Jackson qui nous parle du bad. On pensait que la mode bad passerait rapidement, et la mode bad est restée jusqu'aujourd'hui, qui nous a conduit vers le rap. Et encore une fois, les Noirs. Encore une fois, les Noirs. On est encore présents comme tels. Vous, aujourd'hui, en tant que femme noire, en tant qu'une grande dame ici, je m'arrête là, ma question. Sentez-vous réellement que pour vous et pour les autres Noirs qui nous regardent, que c'est vraiment une époque, c'est possible de grandir, c'est possible de se réaliser, malgré la situation politique dans laquelle on vit comme telle? Moi, je pense que tout est possible. Et l'histoire nous le rappelle à chaque instant que tout est possible. Moi, j'aime beaucoup lire les biographies des grands personnages, des vrais grands personnages. Là, tu m'appelles la grande dame, là, mais moi, je suis une petite dame à côté de ces gens-là. Non, mais l'humilité, je comprends. Non, mais je dis ça parce que pour notre public, vous savez, c'est quand même très important de voir nos frères et sœurs qui font des choses qui sont concrètes et qui, en fait, réussissent. Merci. C'est très important. Merci. Alors, je vous laisse continuer. Allez-y. Mais moi, je m'inspire beaucoup de la biographie de personnes qui, à nos yeux, waouh, ils ont réussi. Oui. Et quand on fouille dans leur passé, ils ont tous traversé des épreuves incroyables. Ah, terrible. Terrible. Oh là là. Oui. C'est comme si rien ne les disposait à être ces personnages qui maintenant sont écrits dans le grand livre de l'histoire. Donc, moi, ça m'inspire beaucoup. Et je comprends que tout dans la vie peut devenir un professeur. Donc, moi, personnellement, j'essaie de me mettre dans une position où je suis toujours en train d'apprendre. D'accord. Et c'est comme ça que je suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai pas prémédité tous ces projets, mais je me suis toujours mis dans une position de pouvoir le permettre. Ça, c'est un adage aussi que je me rappelle régulièrement, je pense presque tous les matins quand je me lève. Tu sais, le futur, tu n'as pas à le prévoir. C'est ton présent à mettre en ordre pour le permettre. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie d'inspirer comme message. Tout est possible. Il suffit de faire en sorte de mettre son présent en ordre pour permettre ce dont on rêve. Donc, si on est dans une situation compliquée dans la vie, accroche-toi parce que ça va passer. Et si tu es dans une période de manne et puis de réjouissance, profites-en parce que de la même façon, ça va passer aussi. Ça passera aussi. Dites-moi, ma dernière question, j'ai dépassé le temps, mais quand même. Le mois de l'histoire des Noirs, on est en plein dedans.
je vous laisse avec le mot de la fin, puisque vous êtes parmi les personnes qui avaient contribué, qui avaient travaillé comme tel dans cet organisme-là. Qu'est-ce qui arrive? Moi, dès qu'on me donne une opportunité, je la prends. Le mois de l'histoire des Noirs occupe une grande place dans l'histoire de ma carrière parce que quand je suis sortie de l'école de graphisme, c'est un concours auquel j'avais participé. C'était l'affiche du mois de l'histoire des Noirs en 1996. Wow. Et j'ai gagné grâce à la bourse qu'on donnait à l'époque. J'ai pu voyager, j'ai eu mon premier stage professionnel à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, grâce au mois de l'histoire des Noirs. En 2010, la table ronde du mois de l'histoire des Noirs m'approchait en tant que professionnel, en tant que graphiste établi, pour réaliser le logo qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'en suis vraiment très, très, très fière. Et en 2014, on m'a fait l'honneur d'être lauréate. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, à mes yeux, c'est vraiment une vitrine qui non seulement célèbre les bons coups des leaders de nos communautés, mais aussi c'est une organisation qui ouvre des opportunités à ceux qui savent les saisir. Donc, moi, je serai éternellement reconnaissante de l'existence de cette organisation et qu'il continue sa mission tout aussi longtemps qu'on en aura besoin. On peut vous joindre, évidemment, en fait, avec votre site web, je suppose. Oui, mon site web, c'est kettyantoine.com. Merci encore une fois et au fait, bonne année. Merci infiniment. Et merci à tes auditeurs. Merci. Très, très bonne. Hein? Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Ça va causer. Afro Monde.